parce qu'il a déclaré que la France ne pouvait plus fournir quoi que ce soit à l'Ukraine, qu'elle est au maximum de ses capacités. Donc là, j'ai tout de même apprécié la stratpolisation d'Emmanuel Macron. On va commencer ce live. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne comme d'habitude. Et pour ce premier sujet, nous partons sur l'état du front au 19 mai 2025. C'est parti. Ok, voilà. Donc pour cela, nous allons nous rendre sur Military Summary, une vidéo de 13 minutes. Donc il y aura des séquences où je ne parlerai pas et il y aura des séquences où je trouverai important d'arrêter pour résumer ou pour dire qu'est-ce que j'ai compris. Donc, c'est parti pour la vidéo. This video we're going to discuss. Hello my dear friends, you're in the Military Summary channel, and this video we're going to discuss the most important events that took place during the previous 12 hours. We have a lot of very interesting updates, so let's start. And first let's talk about the line of combat contact. We have a lot of very important updates, and first let's talk about the South Donetsk direction, where the Russians continue their offensive operation. During the previous 12 hours, the several pro-Russian sources published articles. According to them, the Russians during the previous night managed to improve their position significantly and to take under control several positions in the vicinity of the settlement by the name of Zelene Polye and in the area of the village of Novopol. So summarizing everything that was published during the previous 12 hours by pro-Russian sources, during the previous night the Russians answered the southern part of the settlement of Novopol, and the Russians managed to improve their positions in the village of Zelene Polye. Currently there are very heavy clashes for this territory, and if summarize everything once again, this is approximately the territory that is already under complete Russian control, and the Russians are trying to force the Ukrainians to fall back from these both villages. This is very important battle because the Russians are at turning point in the battle for this entire region, but telling the truth, we shouldn't expect huge progress from the Russian side during the next several weeks, months or something like this, because when talking about this area we can see a lot of villages. These are basically no-name villages without any titles, without any names. They are not very important, and the situation in this pocket is the same as we used to see the situation to the west of the settlement by the name of Selidova. When the Russians were trying to take under control all these small villages, it took a lot of time from the Russian side, and the Russians were forced to suffer losses. So when talking about this pocket in the South Donetsk direction, there is a very huge territories that the Russians need to take and to need to move through until they get two very important settlements. We're talking about the stronghold by the name of Gulay Polye, we're talking about another defense chain of Pokrovsky, and we're talking about the settlement of Novopavlovka. This is the third settlement in this area. So we expect that during the entire 2025, or at least by the end or by the beginning of autumn of 2025, the Russians will try to move in this pocket with the purpose to take all these no-name villages. So it will take... Ok, je vais m'arrêter là, ou en tout cas après 2 minutes 22 pour résumer. En résumé, c'est quoi? Ici, nous sommes au-dessus de la zone de Zaporizhzhia. Les Russes ont significativement avancé dans cette confrontation ici avec les Ukrainiens, là où je fais tourner ma souris. Ils sont significativement avancés là. Et donc là, c'est les choses que je vous avais dit. Pendant longtemps, ils ont dit que les Russes n'avançaient pas. C'est parce que les Russes, ils étaient confrontés à des zones que les Ukrainiens, ils avaient déjà préparées comme des zones défensives. Donc ça veut dire que les Ukrainiens, ils avaient un avantage sur le terrain parce que c'était les Russes qui venaient. Et donc là, les Russes, ils sont en train de finir ces choses-là, comme vous verrez dans la suite de la vidéo. Et on vous dit que pour cette zone ici du combat, une fois que les Russes vont prendre leur dernière confrontation ici, vous voyez derrière, il y a une grande zone où il ne semble pas avoir d'Ukrainiens. Mais sauf que pour prendre cette zone, les Russes vont devoir procéder méthodiquement, village par village, partie par partie, comme quand on vous a montré la seconde étape vers ici, là. Et donc, ça va prendre du temps. Et le monsieur est dit, probablement que pour la suite de 2025, ou peut-être jusqu'à la fin de 2025, ça va être le temps que les Russes vont devoir nécessairement mettre pour sécuriser toute cette zone. Et après, on aura à nouveau des confrontations importantes quand il s'agira de cette ville ici, de cette ville ici et de cette ville là. Et donc, une fois que là ça va tomber, eh ben, on aura plus grand
d'actualité de ce côté-là, parce que les Russes vont ralentir le temps de sécuriser les zones où il y a les 3 flèches là. Take time because we see that this is something new. The Russians have huge experience in fighting in towns. The Russians have experience in fighting in fields. But when talking about these no-name villages, it's going to be very difficult. Probably easier than to move through fields, just empty space. But obviously, a lot of job to do. And the main problem with this region is logistic. Ukrainians will have logistic because Pokrovska, Gulyapole, other settlements almost undamaged haven't been damaged since the beginning of the special military operation. And the Russians would be forced to move through ruins that they created themselves during the previous stages of the special military operation. So this is l'autre point important qu'il soulève ici. Il dit que les Russes, pendant les 3 ans, ils ont acquis de l'expérience à se battre dans les villes, à se battre dans des faubourgs et tout ça, mais là après ça sera des petites villes qu'il faudra contrôler et prendre un par un. Et l'autre problème aussi, c'est que les Ukrainiens vont reculer dans une zone où logistiquement ils seront avancés, puisque ce sont des zones que les Russes n'avaient pas atteintes avant, ce sont des zones que les Russes n'ont pas bombardées avant, et donc les Ukrainiens là-bas, ils auront des routes en bon état, des maisons en bon état, les choses sont en bon état, et donc la logistique pour venir de derrière dans ces zones-là, ça sera beaucoup plus facile. Tandis que les Russes vont avancer sur des zones où ils ont tout détruit, où il y a des débris. Et donc il faudra tout réorganiser, peut-être aussi nettoyer les routes, nettoyer les voies de communication pour faciliter l'approvisionnement et les mouvements entre le front et l'arrière du front. Donc ce qui va encore aussi compliquer la tâche des Russes et les ralentir, ou en tout cas faire en sorte qu'ils prennent plus de temps pour avancer que dans le futur, et que comme ils ont fait dans le passé. The situation, and this is approximately the goal and task of the Russians before the beginning of autumn of 2025. Probably the village of Novopavlovka would be taken a bit earlier during the summer of 2025. Now let's move further and let's talk about the settlement of Novopavlovka and the Oui. Bah, vous mettez vos habits pour descendre et vous pouvez descendre. Et les chaussures et les chaussettes aussi. Novopavlovka direction. According to information we have, during the previous 24 hours, during the previous night, the Russians managed to improve their positions and to take several tree lines in the direction of the northwestern outskirts of the settlement of Alexeyevka. We discussed the situation many times. The Russians are trying to outflank the settlement of Alexeyevka and to force the Ukrainians at the end to fall back from this area without showing any resistance to the Russian forces. Furthermore, the Russians Et donc, dans cette zone ici, c'est toujours la même méthode. Les Russes évitent les confrontations. C'est pour cela qu'il faut se méfier de ce que racontent les gens à la télé, que soi-disant les Russes sacrifient leurs unités, montent sur les Ukrainiens. Non. Ils ont dit que dans cette poche-là, il y a des Ukrainiens. Et pour faciliter le retrait des Ukrainiens ou l'abandon des Ukrainiens, ils essayent de leur prendre à revers par cette voie. Et donc, souvent, quand à la télé, ils disent « Ouais, mais les Russes n'avancent pas », c'est parce que les Russes veulent faire tomber les Ukrainiens qui les attendent cachés dans des trous pour leur tirer dessus comme des lapins, en les prenant par derrière. Et donc, ils vont concentrer les combats sur les flancs, parce que de toute manière, sur les flancs, tu ne peux pas te défendre comme quand tu défends sur le front. Et donc, ils vont se battre sur les fronts. Et si jamais ils rapportent les batailles sur les flancs, et ben, ils savent que tout ce qui est dans le chaudron qu'ils auront formé va tomber de soi-même. Et donc c'est la méthode aussi qu'ils essayent de faire ici. Resistance to the Russian forces. Furthermore, the Russians improved their positions in the northern flank of this area. According to information we have, the Russians managed to take under control another stronghold on the way towards the village of Moravka, Novo-Nikolaevka. We are talking about this stronghold, and the Russians managed to improve their positions along these three lines. We have video that confirms Russian progress on the ground. We will not watch this video because there are lots of scenes with violence that can't be shown in the video. Et donc il se dit,
les Russes ont aussi avancé dans cette zone-ci de manière significative, mais on ne va pas montrer les vidéos parce qu'ils sont trop violents pour être montés sur YouTube. Now let's talk about the N32 road. This Et donc, ici, là, c'est important. Konstantinovka direction. Ici, là, c'est important. C'est important parce qu'on ne va pas, comme moi j'ai déjà vu la vidéo et que là, je vous fais le résumé, on va pas se focus, on va pas se concentrer sur ce qui arrive à Pokrovsk, justement. Parce qu'en fait, il se passe quelque chose de significatif qui pourrait être important pour toute cette zone. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on ne se concentre pas que sur Pokrovsk, mais on donne quelque chose de nouveau, quelque chose qui montre pourquoi les Ukrainiens, les Européens veulent absolument un cessez-le-feu de 30 jours, parce que sur le front, ça commence vraiment à sentir le savon. Et comme vous auriez pu l'apprendre si vous avez suivi Xavier Moreau qui a relevé un moment que Macron a avoué que la France elle-même maintenant peine à assurer ses stocks, et donc ils n'ont plus de quoi fournir de l'armement aux Ukrainiens. Parce qu'il a déclaré que la France ne pouvait plus fournir quoi que ce soit à l'Ukraine, qu'elle est au maximum de ses capacités. Donc là, j'ai tout de même apprécié la stratpolisation d'Emmanuel Macron, puisque c'est ce que je dis depuis 3 ans, c'est qu'en fait on n'a quasiment rien à donner. On a livré des pauvres VAB qui sont des cimetières à roues. On a également des MX-10RC qui avaient fait leur preuve il y a un temps, mais essentiellement en Afrique, évidemment pas sur un T1 de guerre de haute intensité avec des drones partout, à faible blindage et un canon dont le calibre est insuffisant, hein, le 105 mm. Donc voilà, c'est une constatation, et après 50 ans de socialisme, notre armée est détruite, notre complexe militaro-industriel n'est pas détruit encore, mais il est extrêmement affaibli, et donc on ne peut rien faire. Heureusement, on ne peut rien faire pour aider l'Ukraine, mais malheureusement, notre armée est vraiment dans un sale état. Et Dieu merci qu'il n'y ait pas de menace militaire majeure à nos frontières, comme c'était le cas le siècle dernier. Et donc si la France, qui est soi-disant la première armée européenne et celle qui produit son propre armement, n'a plus l'armement pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'argent ne sera pas suffisant pour décider de sortir de ce conflit. Et donc, ils ont tous besoin que la Russie arrête sa progression. C'est pour cela qu'ils insistent, et ils réinsistent sur le fait d'avoir un cessez-le-feu, comme vous allez le voir maintenant. But telling the truth, and due to Russian progress on the ground and the direction of Russian progress on the ground, we believe that this is at the southwestern Pokrovsk direction. So let's discuss in details. As you can see, we have a lot of flags in this area, which means that the Russians during the previous 24 hours managed to improve their position significantly. Basically, and according to several pro-Russian resources, the Russians managed to break through Ukrainian defense. Ukrainian defense collapsed completely in this area, and now it's very difficult to understand what the Ukrainians are going to do next. So let's start. Donc, là, on vient d'apprendre que cette zone que l'on pensait tenir vient de s'écrouler. Et donc, c'est une percée de la Russie sur le front défendu sur les Ukrainiens. Et ça, c'est très important, puisqu'on en parlait souvent. On disait que, comme dans les derniers points où les Ukrainiens défendaient, c'est toujours quand les Russes y percent que derrière, il y a une accélération. Et donc maintenant, on ne sait vraiment pas quelle va être la suite des événements au niveau du front, puisque les Russes sont en train de percer le front ukrainien dans le Donbass. Et donc c'est pour cela que le coup de fil qu'on aura tout à l'heure de Vladimir Poutine et de Donald Trump est très très important. Et vous comprenez aussi maintenant pourquoi la Russie ne se précipite pas à négocier ou à promettre des trucs aux gens, parce que ce qu'on a refusé longtemps de lui donner par les négociations, elle est de plus en plus en possibilité d'aller le chercher sur le terrain. Et donc, je pense que Vladimir Poutine lui-même commence à rentrer dans une position difficile, parce que les gens qui se sont sacrifiés pour concrétiser ça ne vont pas accepter que la Russie fasse des concessions à l'Ukraine quand eux, sur le terrain, ont sacrifié 300 de leur vie pour commencer à concrétiser leur victoire concrètement. Puisque l'objectif, l'un des objectifs premiers, c'était de
récupérer le Donbass et Lugansk. Et là, ils sont en train de faire une percée qui sera quasiment décisive pour la prise du contrôle total ou quasi total du Donbass. From the beginning, and let's talk first of all about geolocations that were confirmed. Today, during the previous 12 hours, several pro-Russian resources published this video, and in this video we can see how the Russians were attacking the village of Novopoltsavka from several directions. We can see Russian infantry fighting vehicles, Russian infantry, and in the final part of this video we can see this building, and we can see this building with the Russian flag. So once again, this is the building and this is the Russian flag. So this building was geolocated, and this is exactly the structure, the construction where the Russians raised their flag, and based on this video we have adjusted the map. So as we can see, the Russians during the previous days managed to take under control a lot of strongholds in this area. We see that Ukrainians most likely didn't show even a single resistance in this area, and they were basically forced to fall back. Furthermore, when talking about several pro-Russian resources and several mappers, the Russians managed to improve their position significantly in the northern part of Poltavka and in the western part. Today, several neutral mappers confirmed that the Russians managed to establish complete control with this territory, and we believe and we expect that the Ministry of Defense of the Russian Federation will confirm this information today. Okay, now let's move to pro-Russian resources. During the previous 12 hours, the pro-Russian resources made significant adjustments of Russian progress on the ground. So let's take a look at these articles. Let's take a look at the... Bon, apparemment, là, on va passer aux commentaires des cartographes pro-russes qui ont fait des mises à jour significatives de leur carte en disant que les Russes ont gagné tout le nouveau territoire qu'il y a là. Que nous allons suivre These maintenant. map changes that were published by different sources, and when summarize everything that was published by pro-Russian sources, during the previous 12 hours, the Russians managed to establish complete control and to break through Ukrainian defense and to take everything that is inside of this red line. So obviously this is huge progress on the ground, and this is something that I didn't expect. I didn't expect that the Russians would be able to improve their positions so much during the previous 12 hours, and basically Ukrainians didn't show any resistance, and most likely the Ukrainians lost control over these territories and were forced to fall back. We believe that there are still some pockets of resistance from the Ukrainian side, but most likely all these pockets of resistance were caught by the Russians in cauldrons. So now, what is this current situation? We are waiting for additional updates, of course. We are waiting for additional geolocations to confirm this progress on the ground, but the most important thing that the Russians, I expected that the Russians first would try to cut the Kliban-Byksky pocket, or that the Russians would move in the northwestern direction with the purpose to take under control the settlement of Novoekonomishne, but we see that the Russians decided to move in the northeastern direction towards the settlement of Konstantinovka. And according to this progress, we expect that the Russians would try in the very near future to continue improving their positions with the purpose to establish complete control over the village of Popuyar, Poltavka, and Rusinyan. So to take everything that is located inside of this red line, which means that the Russians will be able to create a very powerful, strong, very powerful foothold between the city of Konstantinovka and the city of Pokrovsk. And from these positions, the Russians most likely would be able to establish complete FPV drone control over one of the most important supply lines between the... Donc, vous avez vu, ce qui se joue ici, c'est ça. C'est qu'ici, vous avez Pokrovsk, de l'autre côté, vous avez Konstantinivka. Et nous avons déjà vu dans un précédent, où je ne vous l'avais pas mis, mais dans un précédent truc de Military Summary, j'ai vu, les drones russes ont un avantage sur les drones ukrainiens, puisque les drones russes peuvent opérer jusqu'à plus de 20 ou à presque 20 km par rapport à celui qui contrôle. Donc, il peut envoyer son drone à 20 km. Les Ukrainiens, ils sont, je crois, entre 10 et 15, ou même 10. Et donc, les Ukrainiens ne peuvent pas rentrer dans la profondeur russe, comme les Russes peuvent rentrer dans la profondeur ukrainienne. Et donc, si les Russes réussissent à concrétiser cette percée et à contrôler cette zone, ils vont aller taper dans la ligne arrière, parce que là, ils sont déjà presque en train de contrôler avec leur FPV cette ligne d'approvisionnement. Ils vont pouvoir contrôler les lignes derrière
qui peuvent approvisionner Pokrovsk par derrière et Konstantinivka par derrière aussi. Et donc, c'est ça que on a dit que c'est la percée russe qui va significativement changer le front russo-ukrainien. Et donc, c'est ça qui fait maintenant peur aux Européens, parce que si ça commence, ça veut dire qu'il faut chercher à l'Ukraine de l'armement et des hommes. Or que de l'armement, ils en ont de moins en moins, leurs stocks sont en train de s'épuiser. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, les chaînes d'approvisionnement, maintenant ça commence à devenir visible. La France elle-même, elle a des problèmes avec son stock. L'Angleterre, on n'en parle même pas. Et donc, ils ne pourront ni fournir d'armes, ni fournir de l'armement. Et donc, l'Ukraine, et en plus de ça, l'Ukraine est en passe de faire défaut. Donc, l'Ukraine a un problème d'argent, d'hommes et d'armes. Donc, c'est le triptyque. C'est pour cela que maintenant, les Européens qui, face aux Américains, qui savent déjà qu'ils vont être payés et qui sont en train de partir et qui ne veulent plus financer l'Ukraine, ben les Européens maintenant commencent à rentrer dans le dur. Macron a beaucoup parlé, maintenant c'est temps de rentrer dans le concret. Et dans le concret, il faut mettre de l'argent, mais comme ce n'est pas permis, pour permettre à l'Ukraine de tenir. Et donc c'est pour ça que Macron continue à vouloir prendre la tête des Européens et à vouloir absolument demander un cessez-le-feu. Mais c'est parce que l'Ukraine a besoin du cessez-le-feu. Et donc maintenant, la table de négociation est à la faveur de la Russie. The city of Pokrovsk and the city of Konstantinovka-Drushkovka, basically Konstantinovka-Drushkovka agglomeration. Furthermore, at the same time, the Russians would be able to establish complete fire control over the road O520 between the village of Sofievka and the village of Dovga-Balka. And most likely from this foothold, the Russians will continue advancing further, this time in the eastern direction with the purpose to outflank Ukrainian positions in the area of Yablunovka, Alexander Kalinova, which will obviously lead to complete collapse of this pocket and probably Ukraine attempts to escape this possible encirclement. So we believe that the situation in this area will intensify, the Russians will intensify their offensive operations, and we see that Ukrainian positions are crumbling right now. Et on va aller même voir comment ça s'appelle j'ai oublié comment ça s'appelle, la chaîne de monsieur Sylvain machin. Ça me reviendra. Il en a parlé ce matin. Même lui, il a dit que la situation sur le front devient problématique. Et sa publication d'aujourd'hui, il a dit, ou il a publié, en annonçant qu'il y a une percée russe sur le front du Donbass. Et donc là, nous sommes à un tournant. Voilà pourquoi tout le monde est en train de paniquer en Europe et surtout que tout le monde espère que Donald Trump réussira à négocier quelque chose avec Poutine et particulièrement négocier un cessez-le-feu. When talking about the Kliban-Byksky pocket itself, during the previous 12 hours we haven't received anything special from the western flank, but we got a report from the eastern flank that the Russians managed to answer the southeastern part of the village of Roman. Merci beaucoup, c'est bien ça, c'est veille stratégique. Veille stratégique, on a parlé dans sa vidéo de ce matin. Même lui, dans sa vidéo de ce matin, dans sa mise à jour de la situation sur le front ukrainien, il a dit ça devient problématique. Et là, vous voyez qu'on a dit que les Russes ne se sont pas précipités d'aller se battre dans cette chaudron qu'ils ont fait. Et ils préfèrent plutôt prendre avantage de ce qu'ils sont en train de conquérir derrière pour manœuvrer encore une fois de plus derrière ce chaudron et forcer tous les Ukrainiens qui sont là soit à partir, soit à se rendre. Moi, de mon côté, je pense que les Ukrainiens qui sont au front, au contact des Russes, quand ils en arrivent là, ils comprennent bien qu'ils ont plus intérêt à se rendre parce que, comme les négociations l'ont montré, quand il y aurait échange de prisonniers, tu as plus de chances de rentrer chez toi en vie que de chercher à vouloir croire Zelensky qui te dit de rester là et de continuer à te battre. Donc, à mon sens, si cette percée est confirmée, nous allons voir plein des Ukrainiens qui sont au front, qui vont se rendre à la Russie, sachant que voilà, dans 4, 5, 6 mois, je vais pouvoir manger tranquille, dormir tranquille et après rentrer chez moi.
Anovka. This information, as you can see, was confirmed by neutral mappers. I'd remind you that several Et merci. pro-Russian sources reported about this several days ago. So now we see that other additional reliable mappers confirm this information. But as you can sense, for now, without any geolocations that can confirm this. When talking about the city of Terezk and the city of Chasiv during the previous 24 hours, we haven't received anything special. The Russians are not in a hurry in this area. The Russians are taking a look at this situation along the N32 road, but we believe that when the situation is going to become critical along the N32 road, the Russians will intensify their offensive operation from the city of Chasiv in the direction of Konstantinovka itself and in the northern direction with the purpose to improve their position along Seversky Donetsk-Donbass Canal. So something big and huge is going to happen, and I'll remind you that today the President of the United States of America, Donald Et donc, avant de passer aux commentaires des interactions géopolitiques et tout ça, ce qui vous fait comprendre, c'est que les Russes, après l'avantage qu'ils viennent de prendre ici, la percée qu'ils viennent de faire, on n'a pas de grosses mises à jour au niveau du front de Pokrovsk ou de Chasiv Yar. Ils ont dit qu'ils préfèrent se concentrer ici dans cette zone, bien établir le contrôle de cette zone, afin de provoquer la tombée de cette zone-là, l'avancée dans la zone de Chasiv Yar, et vous voyez bien que Pokrovsk aussi va se retrouver derrière, parce que de là, on pourra rentrer ou manœuvrer sur le flanc arrière est de Pokrovsk. Trump is going to have a call with Putin, most likely with the purpose to convince Putin to accept this 30-day ceasefire. And now we understand why the Western countries, Ukraine itself, and European countries are trying to force Putin to accept this ceasefire, because they understand that the Russians are about to break through Ukrainian defense, and basically a lot of territories could be taken by the Russians. For example, today the President of France, Macron, made another statement about this. He stated that tomorrow President Putin must, and we need to understand that a word must is a key word in this sentence, must show he wants peace by accepting the 30-day unconditional ceasefire proposed by President Trump and backed by Ukraine and Europe. J'ai même pas besoin de vous rappeler que les tweets de Macron sont inutiles. On a déjà vu que plusieurs fois il a parlé, plusieurs fois ses paroles n'ont pas été suivies, plusieurs fois les menaces qu'il disait concrètement n'ont pas été mises en place ou ont été sans effet. Et donc, une énième fois de plus, moi je vous dis qu'ici, ce n'est pas qu'il peut faire quelque chose contre la Russie, c'est l'urgence de la situation. Les États-Unis, comme ils ne veulent plus mettre de l'argent aux poches, et aussi ne veulent plus donner de l'armement, parce que contrairement à l'Europe, eux, ils assument qu'ils veulent garder leur armement maintenant pour eux, et surtout ils veulent passer à autre chose. Les Européens, comme eux, ils voulaient l'Ukraine a continué à se battre jusqu'il y a encore quelques semaines, c'est eux qui se rendent compte qu'ils vont payer la facture. Et ils vont payer la facture sans être les créanciers privilégiés, parce que les États-Unis ont signé un contrat public avec l'Ukraine sur lequel ils vont se rembourser sur le cadavre. Que l'Ukraine ait de l'argent à la fin de ce truc ou pas, les États-Unis vont se rembourser sur le reste de l'Ukraine. Et donc, l'une des personnes qui a le plus à perdre, c'est Macron. Parce que lui, il a beaucoup donné et il se fera pas rembourser. Mais lui, il a une situation économique bien plus précaire que l'Allemagne, qui est l'autre contributeur, qui, lui, malgré ses difficultés, avait une situation économique de base qui était bien. Le son est très mauvais, dommage. Ok, merci beaucoup. J'espère que ça va mieux. Et donc, Macron, il continue à croire que il a quelque chose ou qu'il a de l'influence. Mais en fait, ce que ça traduit, c'est que face au fait que les Américains sont partis et que maintenant, toute leur propagande, une fois de plus, de faire croire que les Russes n'arrivaient pas à avancer, est en train de tomber, puisque là, si les Russes confirment cette percée, nous allons voir une accélération de la Russie, une fois de plus, comme ça avait fait après Kursk, comme ça avait fait après, je ne sais pas quel point, là, la première fois qu'ils étaient rentrés sous les tunnels. Ça va faire la même chose, nous allons avoir une accélération. Et quand il y a une accélération, pour pouvoir ralentir les Russes, il n'y a que deux méthodes. Soit vous avez plus d'hommes, soit vous avez plus d'armes. Et les deux manières de pouvoir faire ça, pour les Ukrainiens, c'est de recevoir de l'argent. Sauf que les
les Ukrainiens ont très peu d'hommes et le matériel important pour eux pour tenir, c'est du matériel américain. Là aussi que les Américains ne veulent plus tellement donner parce qu'ils n'ont toujours pas réussi à reconstituer leur stock. Donc, comme j'avais dit, il était important de voir la situation au front directement pour pouvoir avoir des nouvelles fraîches et aussi pour pouvoir mieux comprendre ce qui va se développer dans la suite de la semaine. Et donc, nous comprenons déjà pourquoi Emmanuel Macron, aujourd'hui même, est en train de dire que c'est à Poutine de montrer qu'il veut la paix. Poutine, il n'a pas à prouver qu'il veut la paix, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Poutine, il va à la table de négociation pour écouter qu'est-ce qu'on lui offre pour qu'il arrête ce que son pays est en train de faire. Et deuxièmement, les militaires russes ne accepteront pas le sacrifice qu'ils ont fait pour des miettes. Et donc on ne va pas donner un cessez-le-feu gratuit aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens se réorganisent, se mobilisent, fassent venir de l'armée au front et que de leur côté qui sont en avantage se retrouvent encore désavantagés ou dans une situation égale comme ils étaient avant qu'ils réussissent à concrétiser l'avantage qu'ils ont pris sur le terrain. Et donc moi je peux déjà le dire tout de suite, Emmanuel Macron et Donald Trump, comme depuis que ils ont commencé à demander des trucs aux Russes, n'auront rien parce que en face, ils n'ont rien à faire. Ce qu'ils oublient, c'est qu'eux, ils ont mis la Russie en difficulté en mettant plein de sanctions aux Russes. Et maintenant, ils veulent que les Russes leur fassent encore cadeau en permettant à l'Ukraine de respirer. C'est que je ne pense pas qu'il sera possible. Et donc, après ça, ce qu'il reste à dire, bon, on va finir comme ça. We don't think that the Russians are going to accept this ceasefire, but telling the truth, nobody knows for sure what exactly the president of Trump and the president Putin are going to talk about. For example, Sky News reported that Putin and Trump could divide Ukraine. Peace talks are leading to a division of Ukraine between Putin and Trump, says defense and security analyst Professor Michael Clark. According to him, Kiev is forced to extract maximum benefit from a position where peace and its territory are being decided behind its back. So today we don't know for sure what. Et du côté anglais, on présuppose que le coup de fil pourrait être la division de l'Ukraine entre la Russie et les États-Unis. Et donc, personne ne sait à proprement dire qu'est-ce qui va être dit ou décidé du coup de fil de Poutine et Trump, mais vous vous rendez compte. Et ça surtout, ça prouve le ridicule de Zelensky qui voulait aller soi-disant en Turquie pour confronter directement ou pour négocier directement avec Vladimir Poutine. On voit bien que le coup de fil le plus important de cette séquence, ce n'était pas la présence ou pas de Zelensky ou de son ministre des Affaires étrangères en Turquie ou pas, c'est qu'est-ce que Trump va pouvoir avoir de Poutine après son coup de fil. Et donc, la venue des Européens dans le train fantôme ou dans le Kiev fantôme et tout ça là, tout ça n'a servi à rien. Tout ça s'est réduit à un coup de fil des États-Unis et de l'Ukraine. Ce qui prouve bien que Zelensky dans l'histoire, ce n'est qu'un pantin. Et que les Européens ne sont que des suiveurs. Puisque vous voyez même que dans la dernière vidéo que je vous ai faite, Macron, Stammer, le président polonais, Zelensky, ils sont tous assis en train d'appeler Donald Trump pour lui dire qu'ils sont d'accord. Non mais ça c'est d'une humiliation. Là, ils étaient 30, ils ont mis les 30, ils se sont mis d'accord et après les 5 ils sont venus appeler un coup de fil pour dire à Donald Trump de les aider à négocier avec Poutine. C'est juste catastrophique. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. En plus, Macron, il a publié ça tout fièrement. Je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point c'est ridicule. Vous imaginez à l'époque de Chirac ou à l'époque de De Gaulle, de dire que ouais, on a négocié avec les gens et tout ça. On a négocié et tout ça. Maintenant, on va appeler, à l'époque de Chirac, c'était Bill Clinton. Ouais, j'ai négocié avec la Pologne, l'Italie et tout ça et tout. On est tous d'accord pour que tu dises à Poutine qu'on est d'accord. C'est n'importe quoi. Mais c'est devenu ça.
la politique ou la diplomatie européenne. Ils n'ont aucun levier. Comme si à l'époque de Schroeder ou de Chirac, on aurait vu un truc aussi ridicule. Genre, ils vont se mettre d'accord, ils vont dire, oui, on va appeler Bill Clinton pour lui dire qu'on est d'accord maintenant pour que lui, il s'arrange avec Poutine pour obtenir quelque chose. Ridicule. What the President of the United States of America and the President of Russia are going to talk about, but obviously the Western countries, European leaders in Ukraine are very afraid of these talks. Now let's move further and let's discuss the situation in the northern directions. The most important update is coming from the Sumy area. Today, the official Telegram channel of the Group of Forces North stated that the Russians, as a result of offensive operation, managed to establish complete control over the village by the name of Marina. So I'll remind you that the first time we got this report took place probably several weeks ago. According to several mappers, the Russians managed to take Marina under complete control probably 2 or 3 or 4 even weeks ago. But just today, as we can see, the Russians confirmed this information, the official Telegram channel of the Group of Forces North. So this is a part of Russia's secure zone along the entire border with the Sumy region. So as for now, it's very difficult to understand whether the Russians are going to move further, but we see that slowly, but step by step, and slowly the Russians are taking another square kilometer after another. As for the village of Tyotkina, today the Russian sources reported that Ukrainians carry out several counterattacks in this area with the purpose to stabilize the situation. But the Ukrainians suffered losses, and sometimes the Ukrainians didn't manage even to get the border. Furthermore, we got reports that Australia sent another batch of Abrams tanks. According to information we have, these Abrams tanks will be given to the 47th Mechanized Brigade of the Armored Forces of Ukraine that is operating right now in the vicinity of Tyotkina. So most likely the Ukrainians are going to use these tanks either to break through Russian border or for some other purposes. So the situation is very interesting. We are waiting for this call between President Putin and President Trump, because obviously lots of things will be discussed during this conversation. And that's... Et donc, voilà, en résumé, bien que les Russes aient percé sur le front du Donbass, ils continuent toujours à mettre la pression au nord, parce qu'ils ne veulent pas voir se répéter ce qu'ils avaient vu à Kursk. Ils avaient dit qu'ils allaient mettre une zone tampon, et vous voyez bien qu'ils continuent à mettre la pression. Les Australiens ont livré justement ces fameux Abrams que les États-Unis ne fournissent plus à l'Ukraine, et ces Abrams ont été donnés aux unités qui sont sur le front nord là-bas pour essayer peut-être de rentrer du côté russe ou pas. On ne sait pas ce que ça va donner en tout cas. Malgré le fait qu'ils aient refermé Kursk, ils continuent toujours à mettre la pression au nord, et aussi ils sont maintenant en train de passer ou en train de réaliser une percée qui leur donnera un avantage significatif pour la suite des événements, et donc devra contraindre les Européens à signer le chèque qu'ils n'ont pas envie de signer, parce que leur situation économique c'est catastrophique, et donc maintenant on commence à pleurer qu'on veut la paix. Après avoir passé 3 ans à dire qu'on a sanctionné la Russie, on va sanctionner la Russie, on va pas lâcher l'Ukraine, on va gagner avec l'Ukraine, maintenant c'est devenu la Russie doit montrer qu'elle veut la paix, nous donner un cessez-le-feu. Vous n'aurez rien du tout. En tout cas, je préfère pas m'avancer. Je ne suis pas Vladimir Poutine, je ne suis pas russe, mais j'espère qu'ils ne leur donneront rien du tout. Et donc, on dit quoi? Des inquiétudes persistent au sein du gouvernement australien et américain quand on fait que les 49 Abrams d'occasion pourraient être des cibles faciles pour les drones. Bah oui, on sait que les Abrams, là, ils sont des cibles faciles, et surtout que maintenant, nous savons aussi que les Russes ont pris largement l'avantage sur les drones ukrainiens, parce que un moment, comment il s'appelle, Titelman racontait sa vie en disant que les Ukrainiens, ils ont fait des usines de drones et tout ça, maintenant ils dépassent les Russes. Ah, produire plus de drones, ça ne veut pas dire avoir des meilleurs drones, parce que maintenant on sait que ceux qui ont les meilleurs drones, c'est les Russes, grâce aux améliorations qu'ils ont apportées à leurs drones. Et sur le front, eux, ils ont une portée de 20 mètres, tandis que les Ukrainiens ont une portée entre 10 et 15 km.
Les Russes ont 20 km. Donc les drones russes, plus ils se rapprochent du front, plus ils peuvent aller taper derrière chez les Ukrainiens. Et en plus de ça, les drones russes sont maintenant à fibre optique, donc beaucoup moins perturbables avec la guerre électronique. Donc les Abrams, si jamais ils croisent un drone russe, on va pas donner beaucoup d'eux. On va pas vous donner beaucoup parce que de toute manière, on a vu que la zone de faiblesse de l'Abrams, c'est pas de l'attaquer par derrière ou quoi que ce soit. La zone arrière là, si tu viens taper avec un drone là-dessus, ça y est, c'est bon. L'Abrams, il reste là où il est. C'est pour cela que les Russes, ils en ont pris, ils en ont ramené chez eux pour les disséquer encore mieux et voir toute leur fragilité. En tout cas, nous avons fini avec ce premier sujet.